Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, Midjourney, ChatGPT, des solutions d'intelligence artificielle qui se sont imposées dans notre quotidien. Mais au fait, ces IA génératives, c'est quoi exactement? Réponse dans nos très gros mots de la tech. Il a une idée, lui, mais c'est derrière la tech. C'est Gaël Musquet, un protocole qui peut sauver des vies. La localisation mobile avancée est désormais obligatoire sur nos smartphones et c'est pour la bonne cause. Oui, tout à fait. Ce sont des milliers de vies qui sont en jeu en cas d'appel d'urgence. On est aujourd'hui en capacité de localiser les personnes qui sont en détresse. Et on en parle avec toi en ouverture de la deuxième partie de cette émission. Mais avant, il y aura notre question du jour. Marco Polo était-il un start-upper en puissance et Christophe Colomb, un entrepreneur traditionnel? Ces leçons de l'histoire, elles nous permettent de revisiter la définition du leadership pour mieux préparer les talents de demain. Pour en parler à nos côtés, Gérald Carsanti, vous êtes le co-auteur de ce podcast pour Radio Classique avec Franck Ferrand, grand leader, les leçons de l'histoire. Vous avez occupé les plus grands postes dans la tech, on va y revenir. Spécialiste de leadership, professeur affilié à HEC. Vous nous direz pourquoi et comment il faut miser sur ces leaders du futur. Bonjour à vous. Bonjour. Et en duplex avec nous depuis Madrid, Clémence Mauchamp, vous êtes la fondatrice de Lead Earth avec un grand H, c'est l'autre grand H d'ailleurs de cette émission, un réseau pour mentorer les talents féminins en devenir. Bonjour à vous Clémence. Bonjour Marjorie. Mais d'abord, focus. Et c'est elles qui ont créé les plus grandes polémiques de la saison. Entre innovation et régulation, les IA génératives bousculent nos pratiques. Un gros mot de la tech défini par Xavier Terrade aujourd'hui. Il y a quelques mois encore, le métaverse était sur toutes les lèvres. Désormais, ce sont les IA génératives qui sont omniprésentes. Parmi ces intelligences artificielles génératives, les plus prisées sont ChatGPT et Midjourney. Mais quelles sont-elles vraiment? Ces applications seraient-elles sur le point de ringardiser ou de supplanter Google et les autres moteurs de recherche? En janvier 2023, seulement 2 mois après son lancement, ChatGPT, pour Generative Pre-trained Transformer, comptait déjà plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde. En mars 2023, près de 200 millions de comptes avaient été créés pour accéder à ce prototype d'agent conversationnel. Cela consiste à dialoguer avec une intelligence artificielle. ChatGPT fait notamment sensation auprès des élèves car il est capable de répondre à de nombreuses questions. Il peut carrément se charger de rédiger des dissertations de philo, enfin presque. Du coup, j'ai copié le sujet, je suis allé sur une intelligence artificielle et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de rédiger le sujet pour moi. Alors la première version était pas top parce qu'il n'y avait pas d'exemple, du coup je lui ai simplement demandé de recommencer le travail en me mettant des citations et des exemples précis, et c'est ce qu'elle a fait. Ensuite j'ai trouvé que le travail était un peu court, du coup je lui ai demandé de le faire en plus long, alors elle l'a fait en plusieurs fois mais elle a réussi, l'intelligence artificielle, à me faire mon sujet de dissertation, ça faisait à peu près 2 pages en termes de longueur, et du coup ce que j'ai fait, ça m'a pris 2 minutes, j'ai copié-collé la dissertation de l'intelligence artificielle et je l'ai envoyé au prof de philo pour qu'il me note. Cela n'a pas totalement réussi au youtubeur de Novel Class qui a eu seulement 4 sur 20 à sa copie. Un véritable sujet problématique pour les enseignants car l'utilisation de ChatGPT a tendance à passer sous les écrans radars des détecteurs de plagiat, comme l'avait montré le professeur influenceur Yann Bouvier. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais le soumettre à un détecteur de plagiat, copier. Il mouline. Bon, j'imagine qu'il y aura quand même forcément des passages plagiés parce que les informations, il ne peut pas les trouver tout seul. Plagiat 0%. OK. Si ChatGPT est l'intelligence artificielle star pour le texte, en ce qui concerne l'image, des internautes peuvent compter sur Midjourney, utilisé notamment dans le milieu du cinéma. Avec ce programme d'intelligence artificielle créé en 2022, une simple requête textuelle permet d'obtenir l'image recherchée, une pratique posant de nombreuses questions de droit et qui n'a pas fini de faire débat. Des IA génératives dont on n'a pas fini de parler, Gérald Carsanti. Oui, la technologie, moi j'ai grandi dans la technologie, j'ai évolué dans la technologie, donc à chaque étape, j'ai entendu c'est un désastre, ça va causer beaucoup de problèmes, etc. La réalité, c'est que la technologie, on vit mieux aujourd'hui qu'il y a 100 ans, et je ne parle même pas des périodes passées, antérieures. Donc la technologie permet d'aller mieux, à condition qu'on l'encadre. Là, moi je suis enseignant aussi, j'étais dirigeant, mais j'enseigne à HEC, comme vous l'avez dit, et en fait, c'est vrai que ça questionne pour les enfants. Moi, c'est ma question. Les jeunes qui sont en train de grandir, moi je crois
aux livres, je crois à la littérature, je crois aux matières fondamentales, l'histoire en fait partie. Je crois à tout ça et je pense qu'il faut faire attention de bien encadrer pour qu'on ne tombe pas dans un monde où finalement tout sera préfabriqué et que du coup les enfants n'apprendront plus à raisonner par eux-mêmes. Réguler donc avec agilité et toujours se dire que, même en matière d'apprentissage, il faut savoir varier les disciplines, les supports, les outils pour pouvoir là aussi enrichir la façon dont on va apprendre tout simplement. Oui, mais par contre, il ne faut pas en avoir peur. Je pense qu'il faut se dire que ça fait partie du monde d'aujourd'hui, la technologie. C'est assez amusant parce qu'en fait, quand on voit des enfants, ils ont 2 mois, 3 mois, vous leur mettez des écrans devant eux, ils sont attirés instantanément. C'est que Peut-être un peu trop fasciné, je sais. trop facile, donc il faut être très prudent. Il faut vraiment faire attention parce qu'on peut avoir des générations d'enfants qui vont grandir avec cette technologie et ces outils finalement. Non, il faut les utiliser au bon moment, à la bonne étape, mais il ne faut pas la rejeter par principe. N'ayez pas peur des IA génératives. Alors, je ne sais pas si les leaders de demain sont des ersatz de ChatGPT ou pas, mais en tout cas, souvenez-vous de cette maxime. Un chef, c'est fait pour cheffer. Et si en 2023, c'était aussi fait pour aimer, tiens, on va revoir notre définition de leadership. C'est le talk, première partie. Et aujourd'hui, à nos côtés, pour justement parler des leaders de demain, Gérald Carsanti, vous êtes donc le co-auteur de cet excellent podcast chez Radio Classique, avec Franck Ferrand, grand leader, les leçons de l'histoire. Je le disais tout à l'heure, vous avez occupé bien des postes dans la tech, d'IBM à Capgemini, en passant par HP, Oracle ou encore SAP. Vous êtes spécialiste du leadership, prof associé à HEC Paris et passionné d'histoire. On va y revenir dans un instant. En duplex depuis Madrid, Clémence Mauchamp, vous êtes la fondatrice de Lead Earth avec un grand H, encore une fois, parce que l'idée, c'est de pouvoir mieux mentorer les talents féminins en devenir et de pouvoir leur permettre aussi d'avoir accès à un réseau dont elles manquent parfois. On se demandera avec vous, justement, où aller chercher ces leaders au féminin de demain, où qu'elles se trouvent. D'abord, je voudrais revenir à votre podcast, Gérald, parce que moi, je l'avoue, je suis une fan absolue. Notamment dans le dernier épisode, quand vous dénotez le côté start-upper de Marco Polo ou celui d'entrepreneur un peu trop traditionnel de Christophe Colomb, on écoute déjà la bande-annonce. Charlemagne chantait évidemment France Gall. C'est un personnage totalement mythologisé que nous allons évoquer aujourd'hui. Cette espèce de figure d'empereur à la barbe fleurie qui aurait pleuré la mort de son neveu Roland à Roncevaux et qui aurait inventé l'école dans le palais d'Aix-la-Chapelle. Bref, tout ce qu'on croit savoir sur Charlemagne est très probablement faux. Radio Classique. Et justement, Charlemagne, Christophe Colomb, Marco Polo, Cléopâtre, Jeanne d'Arc, qu'est-ce que ces grandes figures de l'histoire ont à nous apprendre en matière de leadership ? Beaucoup de choses, parce qu'en fait, on s'aperçoit quand on va piocher dans l'histoire, et avec des personnages incroyables. Alors, parfois, on prend des personnages, par exemple, on a traité dans un épisode Churchill en principal, et en secondaire, toujours un personnage secondaire. On avait traité Hitler, et avec un thème. Et en fait, on s'aperçoit que quand on regarde à différentes périodes de l'histoire, de l'Antiquité à la Renaissance, en passant par le Moyen-Âge, et on s'aperçoit que il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On peut en tirer des leçons sur les succès, sur les échecs, sur les façons de faire, sur les types de leadership. On n'appelait pas ça leadership à l'époque, mais c'est on va dire les styles de commandement ou de rayonnement pour certains. Quand on traite un Voltaire, c'est plutôt du rayonnement, c'est plutôt du génie. Mais on apprend plein de choses. Et ça nous permet de souligner ses traits de caractère, ses compétences aussi, en savoir-être, que ces grandes figures de l'histoire ont pu justement développer pour pouvoir les rapprocher des qualités des leaders d'aujourd'hui. Clémence, si je vous demande, vous, quel est votre grande leader, ou grand leader tout court d'ailleurs, préféré de l'histoire, ce serait qui ? Qui peut vous inspirer ? Alors déjà, j'ai écouté le podcast hier et j'ai trouvé... C'est tellement intéressant de comparer les différents leaderships des différentes périodes. Le Grand et Alexandre le Grand, par son charisme, par sa communication, par aussi sa curiosité d'explorer au-delà des frontières.
Gaël, toi, un leader historique qui aurait pu t'inspirer, ce serait qui ? Sur ces sujets, j'aime pas mal l'histoire, le parcours de Churchill sur une époque un peu compliquée, avec des crises économiques, la guerre évidemment. C'est intéressant de voir comment la technologie aussi à ces époques-là a pu aider et accompagner dans leur prise de décision ces hommes qui avaient à la fois des pays à diriger mais aussi des vies à sauver. Est-ce qu'on peut se dire, Gérald, en écoutant justement cette collection de podcasts, c'est la 2e saison qui est en ce moment disponible chez Radio Classique, c'est que leader, c'est un éternel recommencement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, il y a la technologie, on en parlait à l'instant, la technologie fait que ça pousse les frontières un peu plus loin à chaque fois. Et puis on voit que des qualités qui étaient importantes avant le deviennent moins maintenant et inversement. Donc les choses évoluent. Mais alors c'est marrant parce que je réagissais à Alexandre Legrand, parce que quand on s'est vu la première fois avec Franck, quand on a lancé l'émission podcast, on s'est dit finalement quel est notre personnage préféré. Et exactement la même question. Et on a tous les deux dit Alexandre Legrand. Et on a commencé, donc le premier épisode c'était Alexandre Legrand, parce que quelque part il incarne quelque chose d'assez unique. C'est la réunion de l'Occident et de l'Orient. C'est le premier à avoir conçu finalement le multiculturalisme. Je pense que c'est le premier. Ensuite, il avait une notion qui est très forte, qui n'est pas d'imposer sa culture, mais de prendre celle des autres pour se l'approprier. Et finalement, en faisant ça, il a poussé l'hellénisation du monde, du Moyen-Orient, du Proche-Orient, et puis finalement de notre civilisation, la nôtre. Indiscutablement, on le doit à Alexandre le Grand. Puis il avait un profil incroyable. C'était le grand conquérant, on le présente comme ça, mais c'était aussi un intellectuel. Il a eu comme précepteur Aristote lui-même. Donc c'est un personnage dont on n'a pas tous les éléments, parce qu'il ne faut pas oublier que dans l'hystériologie, on n'a pas tout, mais c'est quand même quelqu'un d'assez unique dans l'histoire humaine. Et puis surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on arrive assez vite sur ce storytelling qui sied aussi si bien aujourd'hui à ceux et celles qui dirigent notamment les big tech. Si on le rapporte en 2023, ce storytelling que vous décrivez si bien, que vous racontez si bien avec également Franck Ferrand, c'est aussi le fait de se dire que sans bonnes histoires, on n'a pas de grandes femmes ou de grands hommes. Oui, alors Franck est un expert en storytelling. Franchement, c'est un conteur. Pour moi, c'est un conteur. Donc, je suis ravi de faire cette émission au podcast avec lui, parce qu'on est dans le studio, on est comme dans un rêve. Mais en réalité, il fait ça depuis très longtemps. Il a cette capacité de raconter de belles histoires. Mais au fond, on se rend compte, moi je me suis rendu compte à nouveau, parce que l'histoire fait partie de ma vie depuis toujours, qu'il n'y a pas de personnage historique qui soit sans ombre. Tout le monde a des fissures et tout le monde a des parts d'ombre. C'est ça qui est intéressant, c'est de regarder comment des leaders ont pu inspirer leurs contemporains, surmonter leurs difficultés, surmonter leurs peurs, pallier à leurs fissures, justement, et puis surtout jouer sur leurs points forts. Et c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde qui se cherche. On voit bien, dans mon dernier ouvrage, j'ai discuté beaucoup de cette question de c'est quoi le leader de demain. Et on voit bien qu'on se cherche. On se cherche totalement. C'est-à-dire qu'on regarde, il y a des montées de beaucoup d'extrémisme. On sent qu'on est dans une période de transition. Pour moi, on est dans une période de transition, ce qui fait qu'en fait, le leadership va encore changer. Et puis progressivement, on va aller vers des leaders qui seront différents. Vous parliez tout à l'heure rapidement de leaders qui peuvent aimer. Je crois qu'on va aller vers des leaders qui vont accompagner des équipes, vont les créer d'abord, les accompagner et leur donner autre chose que simplement des directives de choses à accomplir. Pour une raison très simple déjà, c'est qu'ils n'ont plus la compétence. Quand on est à la tête d'une entreprise, on a une certaine compétence, mais elle est très limitée. Le monde est devenu tellement complexe qu'il faut s'entourer de plein de talents et être capable de faire travailler des profils très différents ensemble. Donc ça, c'est passionnant. Et je pense qu'il y a des qualités qui vont devenir extrêmement importantes pour accompagner le mouvement dans lequel nous sommes, la bienveillance, la capacité à écouter. C'est quelque chose de très bête, mais en fait, avec les réseaux sociaux, tout le monde maintenant veut parler tout le temps. Tout le monde a un mot à dire sur tout, même sur les sujets où ils n'ont aucune compétence, mais c'est pas grave. Tout le monde veut. L'écoute, c'est quand même important. Ça permet d'écouter ceux qui savent, et ça permet, pour un dirigeant en tout cas, de prendre les bonnes décisions au moment où il aura à le faire.
Alors, ces rôles modèles de l'histoire que vous nous livrez encore une fois dans cette émission podcast, ce sont aussi nos rôles modèles d'aujourd'hui. Ces rôles modèles, encore une fois, je répète le terme beaucoup, Clémence, mais vous les recevez justement chez Leaders pour pouvoir inspirer ces talents de demain, ces étudiantes absolument incroyables qui ont déjà de multiples parcours à 18, 20 ans, qui ont parfois envie d'être entrepreneurs, parfois pas, mais qui ont envie en tout cas de mieux comprendre comment percer ces réseaux, ce networking, la façon de pouvoir du coup justement faire quelque chose dans les sciences, dans l'industrie ou encore dans la tech. C'est intéressant ce que nous disait Gérald, notamment sur le fait de se dire qu'aujourd'hui, être un bon leader ou une bonne leader, c'est surtout s'entourer de gens plus intelligents que soi. C'est ce que vous disiez il y a quelques jours à peine. Une entrepreneure qui est absolument formidable, qui s'appelle Rachel Delacour, patronne de Sweep, s'il en est, et qui était présente à une de vos manifestations. Absolument. Rachel a dit qu'elle avait accepté le fait qu'elle était juste good enough, donc assez bonne, et que c'était pas facile de faire face à ça, de se dire qu'en fait on était spécialiste dans rien, et que elle, sa très grande force, c'était de s'entourer justement de gens qui étaient bien plus compétents qu'elle. Juste pour un petit retour en arrière, Rachel Delacour, qui est good enough, a vendu sa première compagnie BIM à Zendesk et aujourd'hui a levé 100 millions de dollars pour sa nouvelle aventure entrepreneuriale, Sweep, qui s'attaque au changement climatique. Et pour s'attaquer à ce changement climatique, la première chose qu'elle a faite, c'était d'engager le plus grand spécialiste sur ce sujet. Et justement, s'entourer encore une fois de ceux et celles qui savent, parce que quand on est leader, finalement, Clémence et Gérald, on donne une direction, une impulsion, on montre la voie en quelque sorte. On est celui ou celle qui va pouvoir tenir l'orchestre. Mais pour réussir à mettre l'ensemble de sa stratégie en musique, il faut les talents qui vont avec. Oui, absolument. Le leader, par essence, c'est celui qui définit une vision. C'est le principe du leadership, c'est celui qui donne une vision et puis ensuite qui définit la cadence à laquelle cette vision va pouvoir se faire. Parce que si vous ne faites que donner une vision, mais vous n'êtes pas dans l'opérationnel, dans l'exécution, comme on dit, finalement, vous perdez votre entourage très rapidement parce qu'ils se disent, il parle bien, il est convaincant, mais finalement, on n'avance pas vraiment. Je crois que les femmes vont changer les choses. Je crois qu'on est dans un moment, moi je discute, je vais souvent sur des tables rondes où j'interviens en conférence sur ce sujet, j'y crois vraiment. C'est pas juste parce que il faut défendre l'équité et l'égalité. C'est parce que j'y crois vraiment. C'est que je pense qu'aujourd'hui, le monde de demain va bénéficier du fait que les femmes vont arriver à des postes de commandement et de pouvoir. Et d'ailleurs, si on revient à Grand Leader, les leçons de l'histoire, on a, avec Franck, décidé de mettre beaucoup de femmes. On a Diane de Poitiers, Catherine de Médicis, Marie-Thérèse d'Autriche, la grande Catherine, Cléopâtre, j'en passe. Et on voit, en fait, que contrairement à ce que on veut bien nous dire tout le temps, les hommes en font le porte-voix, c'est qu'il y a eu beaucoup de femmes leaders. Simplement, on a tendance à mettre en avant les leaders masculins. On les a peut-être un peu plus invisibilisés, en effet, dans les livres d'histoire. Et puis, il faut aussi se souvenir que la plupart des mots qui féminisent les métiers sont hérités du Moyen-Âge. Bien sûr. Tout à fait. Et donc, il faut se dire que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une phase de transition. On est en train de réapprendre de nouveaux codes pour construire un nouveau monde, finalement, qui sera évidemment basé sur la technologie, mais qui sera aussi basé, je pense, sur d'autres notions. Le collectif va jouer un rôle très important. Et je dirais, plutôt que le collectif, je dirais les collectifs. Parce qu'en fait, on va voir apparaître, on va passer finalement d'un domaine d'expertise à un autre. On va rassembler des compétences qui ne sont pas les mêmes sur différents sujets. Être dirigeant, je pense, aujourd'hui, est plus complexe qu'avant. Parce qu'avant, le chef, entre guillemets, on appelait ça un chef, il savait, il donnait des directives et on exécutait. Il y a même un président célèbre qui avait dit... Je décide et il exécute. Exactement. C'est toujours le même qui a dit un chef c'est fait pour cheffer. C'est Jacques Chirac, si vous n'avez pas la ref. Jacques Chirac. Mais ça, il faut pas... Et d'ailleurs, c'est pas une critique. C'était un autre monde. Le monde aujourd'hui n'est plus comme ça. Pour toutes les raisons qu'on a données tout à l'heure. Donc je pense qu'il va y avoir c'est compliqué aujourd'hui de diriger. Parce qu'il faut être capable de se dire, c'est moi qui suis aux commandes, mais en fait, tout seul, je sais rien faire. Donc en fait, je ne suis pas aux commandes. J'ai un rôle. Mon rôle, c'est d'être le PDG ou le directeur général. Mais à côté, j'ai d'autres personnes qui vont faire
plein de choses. Et ils sont tout aussi importants que moi. Le top-down, c'est fini. On continue à parler de ces leaders de demain. Maintenant qu'on a bien compris comment est-ce que justement l'histoire nous donnait des rôles modèles à voir et à pouvoir décrypter. Dans un instant, on se retrouve avec Gérald, avec Clémence et avec Gaël. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap de notre leader Maximo de la production, Édouard Deneau. Hold up. Instant power and empowerment, and like I'm a superhero. From revolutionising disability, but for all the futuristic potential of human-machine communication, there are many more practical applications for bionics that can have life-changing effects in the present. Everybody deserves to have like 4 limbs. That is a human right. Let's pretend we don't exist. Let's pretend we're in Antarctica. हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौए ज़मां हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. Et vous êtes au bon endroit, bien de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie aujourd'hui de Gérald Carsanti, de Clémence Mauchamp et de Gaël Musquet. Vous le savez, on parle des leaders, les grands leaders de l'histoire, oui, mais aussi des leaders avec un H comme her en anglais. On va se demander dans la deuxième partie de cette émission où aller trouver ces leaders de demain, où qu'ils et elles se trouvent. Mais d'abord, ça ne vous étonnera pas, Gaël Musquet a une idée derrière la tech. Et cette idée aujourd'hui, Gaëlle, elle tient en 3 lettres, AML. Oui, tout à fait. Dans l'histoire, on a souvent vu qu'il faut malheureusement une catastrophe, un fait divers pour mettre en œuvre une technologie qui va servir la vie humaine. De la libéralisation du GPS à la suite d'un crash d'une compagnie aérienne coréenne, jusqu'aux innovations de l'industrie automobile, qui a permis de grandement améliorer la sécurité routière, on se rend compte que ces technologies, au fur et à mesure que nous avons progressé, elles ont été mises en œuvre et mises à disposition évidemment de la vie humaine. Aujourd'hui, c'est une randonnée malheureusement à la fin tragique qui met en lumière le protocole AML pour Advanced Mobile Location, sur la localisation mobile avancée. C'est un Français malheureusement, Simon Gauthier, qui est décédé au mois d'août 2019 en Italie. Et les secours, malgré le fait qu'il ait appelé ces secours, n'ont pu le localiser que 9 jours après son appel. Alors, il est malheureusement décédé quelques heures après cet appel, mais on a mis quand même, en 2019, plus de 9 jours pour pouvoir trouver ce randonneur, alors qu'il disposait d'un smartphone, et que nos smartphones aujourd'hui savent tout de nous, d'une livraison pour un colis, à commander un taxi, ou même juste recevoir de la publicité. Ces smartphones savent en permanence où nous sommes, et malheureusement, on n'a pas pu utiliser ces technologies pour pouvoir localiser Simon Gauthier. Ce qui semble totalement fou, en effet, à l'heure où la géologue fait partie de nos vies intégrantes et quotidiennes. Le principe du coup de ce protocole AML, c'est lequel ? En fait, le protocole AML, c'est déjà une norme qui a été définie par l'ETSI. Alors l'ETSI, c'est l'Institut européen des normes de télécommunications dans le sud de la France, à Sophia Antipolis. Et en 2019,
l'ETSI a normalisé cette norme. Mais tout commence vraiment au Royaume-Uni en 2014, quand British Telecom, Limited et HTC décident de créer un protocole de localisation d'urgence. Alors, en cas d'appel de détresse au 112, qui est le numéro européen, en France on en a plusieurs, le 17, le 18, le 15, le téléphone active ses moyens de positionnement les plus appropriés. Alors, du Wi-Fi si on est en intérieur et du GPS si on est à l'extérieur. Et il envoie un SMS ou fait une requête HTTP au service de secours qui reçoivent évidemment la position et l'identité de la personne par son numéro de téléphone. Et à l'époque, déjà, en 2014, quand ce protocole a été créé, ça permettait d'augmenter la précision, de multiplier par 4000 la précision de la localisation de l'appel. Et l'Europe a saisi donc la balle au bon quand elle s'est aperçue des potentialités de ce protocole pour proposer sa mise en œuvre dès 2020, donc dès fin 2020 sur le territoire européen. Donc bonne nouvelle, ce protocole, il est obligatoire pour tous les opérateurs depuis 2020. Est-ce qu'il est respecté pour autant ? Alors oui, puisque de toute façon, à partir du mois de mars 2022, au-delà des opérateurs et des pays européens, tous les équipementiers et fabricants de téléphones mobiles qui vendent un smartphone sur le sol européen doivent respecter cette norme. Mais les deux grands leaders aujourd'hui, que sont Google avec Android et Apple sur iOS, n'ont pas attendu cette normalisation et cette loi et cette directive européenne, puisque dès 2010 pour Google et 2018 pour Apple, les téléphones supportaient déjà cette norme AML. Ils ont d'ailleurs été proactifs après l'accident de Simon Gauthier, puisqu'ils ont même accompagné les opérateurs de téléphonie mobile et les États pour la mise en œuvre dans les centres opérationnels et centres de secours de cette norme. Ils ont permis aussi de pouvoir tester, de vérifier que ça fonctionnait bien. Et comme souvent sur ces questions vitales, en général, surtout les sociétés américaines, elles prennent très au sérieux ces questions-là. C'est culturel, même chez elles. C'est même une opportunité pour elles de vanter les performances de leurs appareils. Je ne vous rappelle pas une certaine pub d'un fabricant de téléphone et de montres connectées qui faisait, au moment du lancement de son téléphone, une publicité qui faisait une synthèse vocale sur une personne qui avait fait une mauvaise chute et ce téléphone, cette montre qui appelait automatiquement les secours. Donc on voit que au-delà même de la publicité, les enjeux économiques, quand on lit les chiffres qui sont derrière ce protocole, on estime que d'ici à 10 ans, on pourrait sauver 7500 vies et que ça représenterait plus de 95 milliards d'euros économisés rien qu'en Europe, parce qu'évidemment, une personne qui est très vite localisée grâce à l'AML évite des sorties d'hélicoptères, des battues, des équipes de secouristes qui se déploient sur le terrain. Donc, évidemment, longue vie à ces protocoles et bien sûr à ces technologies qui permettront de sauver des vies. 95 milliards d'euros économisés comme ça a l'air un peu cynique, mais 7500 vies qui peuvent être aussi sauvées chaque année en Europe, c'est absolument immense. Est-ce que, là aussi, Gérald, vous qui connaissez par cœur ces big tech américaines dont vous avez dirigé notamment les offices EMEA, Europe et Afrique notamment, elles sont toujours aujourd'hui à la pointe de ce qu'on peut parfois caricaturer comme du technosolutionnisme, mais le fait de se dire que oui, la tech peut malgré tout, quand même parfois, apporter des solutions. Oui, elles sont en permanence en innovation. Et elles peuvent être secouées par des nouvelles sociétés qui viennent aux portes de leur bureau pour prendre leur siège. Donc, mais c'est de l'innovation pure. Moi, j'ai été très impressionné par le retournement de Microsoft, parce que ça a été pour moi un partenaire de longue date. Dans toutes les entreprises que j'ai eu la chance de diriger, Microsoft était un partenaire. Je l'ai même eu comme concurrent à un certain moment. Et il y a un moment où Microsoft était au bout d'une histoire. Et puis, quand le nouveau président Satya Nadella est arrivé à la tête de l'entreprise, il a
totalement réinventé l'entreprise. Il a compris qu'il fallait intégrer cette recherche sur les nouvelles technologies, qu'il fallait changer. Notamment sur l'open source. Oui, bien sûr. C'était un gros mot chez Microsoft pendant des décennies et qui est devenu, grâce à l'arrivée justement. Mais parce qu'en fait, les entreprises, quelque chose de plus acceptable. Souvent, les entreprises sont sur des blocages psychologiques. C'est comme des humains. Les organisations, c'est un groupement d'humains. Donc, en fait, à un moment, il faut se dire, est-ce qu'on est capable, même si on s'appelle, même si on a un grand nom, Hewlett-Packard ou IBM, etc. Est-ce qu'on est capable de résister à un mouvement sociétal, un mouvement de fond et surtout un mouvement technologique ? Non. Et donc, celles qui sont capables de se réinventer en permanence survivent, ou en tout cas vivent bien. Puis d'autres, on a vu des grands mastodontes de l'industrie ou de la technologie, à défaut de disparaître, en tout cas être mis en cause, quoi. Justement, comment réussir à survivre à cette nouvelle vague de talents qui arrive, cette Gen Z qui bouscule littéralement tous les codes, à la fois du monde du travail, mais aussi du leadership. On continue à en parler avec Gérald Karsanti, Clémence Monchamp et Gaël Musquet. C'est la deuxième partie du talk. Alors justement, Gérald, Gaël, Clémence, ces leaders de demain, où est-ce qu'on va les chercher? Où qu'ils et elles se trouvent, Clémence? À travers Leaders, nous, on va chercher les leaders de demain partout, en partenariat avec les universités, celles qui nous envoient des emails et qui font la démarche de vouloir progresser. Et en fait, être leader de demain, c'est pas une prédisposition, c'est avoir une opportunité de devenir leaders. C'est aussi avoir l'opportunité d'apprendre avec des mentors. Donc, les leaders de demain, elles viennent à nous, on va les chercher dans les universités, mais ensuite, on leur donne les outils pour qu'elles deviennent les leaders de demain. Des universités, mais aussi des structures qui vont aussi chercher des talents en reconversion. Je pense notamment à l'association Les Décodeuses avec lesquelles vous travaillez, avec Swed Bougrabé, qui fait un travail fantastique auprès de ces femmes qui ont déjà eu une première carrière, Gérald, et qui ont envie d'investir les métiers justement du numérique, Clémence. Absolument. Donc, on a eu la semaine dernière, pour notre dîner avec Rachel Delacour, une jeune femme, Naïe, qui a 35 ans, qui était chez Zara, qui travaillait chez Zara et qui a voulu refaire une reconversion. Et donc, elle est aujourd'hui chez Les Décodeuses. Elle est venue à notre dîner. On lui a offert une mentor qui va l'accompagner maintenant dans trouver un stage, trouver le travail de ses rêves et aussi prendre confiance en elle lorsqu'elle a ses entretiens et on lui pose des questions challenging. On parlait tout à l'heure avec vous, Gérald, notamment de cette bienveillance sans bisounoursisme qu'il va falloir remettre à l'honneur pour être ce leader ou cette leader des années 2020 du monde qui vient. Clémence, ça aussi c'est intéressant parce que ça veut dire qu'accepter d'être mentoré, d'être accompagné, le fait aussi que ces femmes qui sont aujourd'hui en position d'exécutive et à des postes de responsabilité dans ces entreprises mentorent aussi ces jeunes talents, c'est aussi du give back. Le fait de se dire qu'il faut savoir redonner ou il faut savoir accepter d'être accompagné, ça fait partie des qualités des leaders de demain. Absolument. Je pense que, en fait, être mentor, c'est pas dans un seul sens, c'est dans les deux sens. On pratique notre leadership déjà en mentorant. Donc déjà, c'est un premier exercice. Mais aussi, en tant que femme, on se rend compte qu'il n'y a peut-être pas assez de femmes dans des positions seniors. Si on regarde aujourd'hui, seulement 5% des compagnies ont des femmes CEO. Les fonds de venture capital, seulement 2% sont alloués à des compagnies créées par des femmes. Donc, on doit s'entraider. Et ça, ces femmes à qui on fait appel pour nos dîners le comprennent complètement et elles le font avec une énorme passion pour transférer leurs connaissances et aider la prochaine génération. Gérald, ces futurs leaders qui vont changer le monde, l'économie, la société, l'environnement, la culture, c'est une occasion en or pour revoir nos modèles aujourd'hui. Déjà, il faut dire que le leadership n'est pas inné, le leadership s'acquiert. Donc, et le leadership, c'est pas quelque chose qu'on décrète. Personne ne peut dire je suis un leader ou je me considère comme un leader. C'est les autres qui font de nous un leader. C'est une question de perception. Donc, et puis d'ailleurs, au passage, être un leader a beaucoup de contraintes aussi, parce que quand on est leader, il faut assumer derrière les responsabilités. On est porte-drapeau, donc ça veut dire qu'on nous regarde, on nous observe. C'est pas si simple. Mais je crois que les leaders de demain vont être indiscutablement des personnes, hommes et femmes,
qui vont apporter un regard différent sur la société. Par exemple, qui vont prendre, parce que c'est dans leur trip, hein, quelque part, c'est par exemple l'environnement. Comment rendre cette planète meilleure qu'elle n'est aujourd'hui, comment faire en sorte qu'on intègre l'inclusion, la diversité, etc. La diversité culturelle aussi. Ouais. Moi, je suis frappé, c'est pour ça que je parlais d'Alexandre Le Grand tout à l'heure, je suis frappé de cette vision que nous avons en Occident, et particulièrement en Europe, où on pense que notre culture est la culture par excellence. Alors les Américains sont plutôt les champions du monde là-dessus, mais où ils pensent qu'en fait, cette culture, il faut l'imposer aux autres. Mais non, la réalité, non. Il y a des cultures, il y a une culture arabo-musulmane, il y a une culture chinoise, il y a une culture asiatique, on va dire, au sens large du terme, et ce sont de belles cultures desquelles on peut apprendre. Et donc il va falloir, parce qu'on n'a pas le choix, on est dans un monde qui va devenir mondial, qui est mondial déjà, multiculturel, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir apprendre à mélanger des cultures, des savoirs différents, des hommes, des femmes, des talents différents. Ça va être l'essence même du leader de demain. Le collectif avant l'individuel. Exactement. Je dirais même le collectif avant l'intérêt personnel. C'est-à-dire qu'il va falloir... Ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner toute ambition personnelle, bien sûr que non. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, sur des sujets clés, il faudra accepter que le collectif doit passer devant. Ce qui oblige finalement à revoir complètement la façon dont on sélectionne les leaders de demain. Je crois que les écoles, les universités vont devoir réinventer leur façon parce que vous ne pouvez pas fabriquer, entre guillemets, des leaders différents si vous allez toujours les sélectionner sur les mêmes critères. Donc on a dans notre culture beaucoup sélectionné sur l'intelligence logico-mathématique, parce que c'est ce qui c'est ce qui est important. D'ailleurs, c'est la seule qu'on peut vraiment, c'est pas la seule, mais c'est la seule qu'on peut vraiment très bien mesurer, et c'est la seule qui nous permet de comparer deux personnes. C'est-à-dire, il y a telle personne, tel QI. Parce que ce sont des critères objectifs. Cartésiens. Et on aime ça. Et on aime ça. Sauf que le monde de demain, c'est un monde où l'intelligence émotionnelle, où l'intelligence relationnelle, des formes d'intelligence qu'on connaît mais qu'on n'a pas l'habitude de maîtriser, qu'on ne sait pas trop comment les mesurer, comment les appréhender, vont devenir essentielles. Je crois que l'intelligence logico-mathématique ne va jouer que pour 20% du succès des leaders de demain. Donc il va falloir avoir des profils bien différents, plus complets finalement. Être leader d'ailleurs dans ces années 2020 qui... Parfois, on nage un peu en eau trouble, on a besoin d'un GPS pour pouvoir se repérer. Ça veut dire quoi? Qu'il faut une bonne dose de créativité, une bonne dose je suis ravie qu'elle vous plaise, une bonne dose de créativité et d'agilité pour être un leader qui va aider à naviguer ces années 2020 au pluriel. C'est là, il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est l'humilité. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le leader, on a été éduqués pour être à la tête d'entreprise et puis être ceux qui savent. Et on aime aller sur scène, montrer on est capable de faire de beaux discours et avoir de belles théories, et être capable de... Mais le problème, c'est que non, ça ne fonctionne pas comme ça, comme je le disais au début. Il y a tellement de compétences à avoir qu'il va falloir avoir l'humilité de se mettre en retrait à certains moments et de laisser dans l'entreprise des talents émerger. Moi, j'ai toujours essayé de pousser ça. Je crois beaucoup au mentoring. Je crois que les leaders n'ont pas peur de voir émerger d'autres talents à côté d'eux. Pas du tout. Est-ce que ça ne se fait pas aussi au fur et à mesure de sa carrière, quand on sait qu'on va pouvoir aussi, et c'est une très belle chose, transmettre, passer le relais d'une entreprise, d'un poste, d'une stratégie, on est peut-être un peu plus enclin à le faire à ce moment-là? Peut-être qu'avec le temps, on devient plus sage, déjà, et qu'on a une ouverture différente. Mais je crois que si on... construire un réseau, parce que je crois que c'est très important, on me pose souvent cette question, ça commence très jeune. Et en fait, le réseau, il se construit comment? C'est des rencontres et une sorte de fiabilité et de fidélité dans l'exercice de quotidien du management. Quand vous dites à quelqu'un « je vais faire ça », si vous ne le faites pas, vous perdez votre crédibilité instantanément. Et quand vous le faites systématiquement, vous construisez de la relation, et cette relation fabrique des réseaux. Et donc je pense qu'au contraire, il faut, moi le conseil que je donne toujours, c'est de commencer le plus tôt possible. Et moi, si je regarde aujourd'hui, j'ai une petite satisfaction personnelle, parce que j'y ai contribué petitement,
bien entendu, mais j'y ai quand même un peu contribué. Je vois dans l'industrie tech aujourd'hui beaucoup d'entreprises qui sont dirigées par des personnes qui ont travaillé à mes côtés, et ça me réjouit beaucoup. C'est la promo qu'a ressenti en fait. Je n'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas... C'est mieux que les promos de l'ENA, si je peux. Mais en tout cas, c'est vrai que quand on a cru dans des personnes, qu'on s'est dit, ils ont du talent, des hommes et des femmes, et qu'on les voit aujourd'hui aux commandes, diriger et être brillantes, c'est une satisfaction vraiment très forte. Ça, c'est de la transmission, c'est de l'héritage aussi. Gaël. Oui, on a, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, on est tous un leader pour une génération. On a, par rapport à nos âges, évidemment, un rôle d'inspiration. Alors, mon fils est juste à côté, mais forcément pour les générations... Tu veux qu'on le fasse entrer en plateau qui sont il est habillé en vert, parce qu'on avec le décor, c'est bon. Ou au primaire, moi je le vois à l'Observatoire, effectivement, cette humilité qu'on doit avoir face aux enfants, c'est le public qui me stresse le plus, parce que ces enfants, parfois, ont des réflexions qui sont parfois plus pertinentes que les nôtres et souhaitent être capables aussi à leur niveau, au niveau de leur génération. Et ce que je dis souvent à beaucoup de décideurs sur les stages de découverte des métiers de 3e, il faut que vous soyez entendable, compréhensible par ces enfants. C'est une preuve de transmission d'intelligence. Puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que nos enfants, les jeunes générations, grandissent avec les médias et les réseaux sociaux. Et donc, l'inspiration qu'ils doivent trouver dans des personnes est compliquée. C'est compliqué pour eux, parce qu'ils en voient plein, puis ça change. Et compliqué pour les leaders, les dirigeants, qui doivent se dire que tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent a un impact, mais que ça peut varier et que ça peut être très rapide. Ça peut changer du tout au tout. Donc, c'est un monde qui est changeant, dans lequel il faut accepter que l'image, la voix, l'image, la parole, les mots, ont peut-être une portée bien plus forte qu'elles n'ont eu dans le passé. Dans le passé, qui sait exactement ce que le patron de telle grande entreprise dans les années 50 ou 60 disait sur tel ou tel sujet, ce qu'il pensait sur tel ou tel sujet. On peut trouver 1 ou 2 articles en fouillant vraiment, ce que je fais quand je prépare les émissions, mais c'est peu. Aujourd'hui, vous tapez le nom de quelqu'un de connu et vous allez le voir s'exprimer sur tout. Mais à partir du moment où il s'exprime sur tout, s'exprimer, c'est s'exposer. Donc on est dans un monde où les médias, l'image, la communication, finalement, est devenue un atout, mais c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir piloter. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la pop culture, finalement, montre aussi beaucoup d'images de leaders différents avec leurs failles. On en parlait tout à l'heure, notamment Clémence aussi. On peut voir des séries comme We Crash, par exemple, sur la grande saga WeWork, The Dropout, sur la malheureuse histoire d'Elizabeth Holmes, qui est cette entrepreneure américaine qui vient d'ailleurs d'être condamnée à 11 ans de prison ferme pour escroquerie, qui pensait, avec une goutte de sang, pouvoir résoudre un nombre assez important de pathologies. On voit ces success stories de la tech aussi s'afficher sur nos écrans. Ça peut susciter des vocations. Ah, ça, j'en suis sûr. C'est-à-dire que ça, c'est la très grande nouvelle, c'est que aujourd'hui, les jeunes grandissent avec plein d'idées. Ils voient déjà, ils se disent, il n'y a pas de barrière. Avant, on était dans un monde où il fallait faire des études. Plus on était diplômé, et si possible de très grandes écoles, on se disait mon destin va être quand même superbe. Et inversement. Aujourd'hui, c'est plus tout ça. Aujourd'hui, bien sûr, faire des belles études, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Il faut le faire, mais tout le monde peut réussir. À partir du moment où vous avez une idée, de la créativité, du talent, parce que le talent, c'est pas uniquement d'inventer quelque chose, ça peut être justement de réunir des talents pour inventer quelque chose. Mais à partir du moment où vous avez ces talents, aujourd'hui, tout est possible. Et moi, j'observe quand j'ai la chance d'intervenir dans des collèges et des lycées, dans des banlieues notamment dites pas moins faciles, je vois cette créativité jaillir. Ce questionnement incroyable. Ils ont une curiosité, c'est rafraîchissant. Et on se rend compte qu'il faut peu de choses pour prendre quelqu'un et lui éviter d'aller dans une mauvaise direction, mais au contraire de se dire, après tout, c'est le mot qu'on a utilisé tout à l'heure, de la mise en confiance, j'ai confiance en moi. Avoir confiance en soi,
c'est déjà se respecter. Et se respecter, c'est se challenger et se donner des défis. C'est pas simple, hein, parce que quand on grandit dans le 16e arrondissement de Paris, c'est pas la même chose que dans une banlieue difficile. C'est pas la même chose. Mais justement, ce que vous faites et ce qu'on a dit tout à l'heure, et plein d'autres associations, on parlait des décodeuses, il y a plein d'associations qui font des choses incroyables. Et ça change la donne, vraiment. Allez, je voudrais qu'on ait le mot de la fin à Clémence, qui est toujours avec nous en duplex depuis Madrid. Cette confiance qui est la clé, justement, pour pouvoir aussi faire prendre conscience à ces talents. Quels sont, littéralement, les leaders de demain? C'est aussi pour ça que vous avez monté Leaders. Absolument. Je pense que de gagner confiance en soi, d'oser est très important. Et en fait, il y a une étude qui a été faite par Harvard et Carnegie Mellon qui compare les femmes qui négocient et les hommes qui négocient. Et une femme qui négocie pour elle négocie beaucoup moins bien qu'un homme. Alors qu'une femme qui négocie pour quelqu'un d'autre, à ce moment-là, elle surperforme ce qu'elle a fait dans le passé, mais elle surperforme l'homme aussi. Donc il faut comprendre ces différences et savoir en prendre conscience. Et une fois qu'on en a pris conscience, on prend confiance en soi et on réussit beaucoup mieux. Allez, de l'histoire à Leaders, j'espère qu'on a réussi à remettre un grand H sur le leadership et les leaders du futur avec vous aujourd'hui, messieurs, dames. Merci infiniment, Clémence Mochon, vous étiez en duplex avec nous depuis Madrid. On retrouve Leaders justement sur son site avec toutes ses activités. Gérald Carcentier, on vous retrouve évidemment au micro de Grands Leaders, les leçons de l'histoire avec Franck Ferrand sur Radio Classique. Et pour les plus chanceux, vous pouvez aussi suivre vos cours à HEC. Gaël, on te retrouve toujours dans l'école du futur, bien évidemment. Tu ne quittes pas ce plateau cette semaine. On se retrouve dès demain pour d'autres aventures.